PPA 6416, étude des difficultés à apprendre. La présentation porte sur le thème suivant, comprendre et expliquer le contexte lors de difficultés à apprendre. Pour comprendre et expliquer les difficultés à apprendre, il est important d'en approfondir les diverses composantes qui forment l'interaction contexte-individu. La présentation a pour but d'approfondir les facteurs du contexte, soit historique, social, communautaire, scolaire, dont ceux de la classe. Le plan de la présentation est le suivant. Le modèle d'apprentissage autorégulé dans des activités complexes sera d'abord présenté en insistant sur les composantes du contexte. Ensuite, les parties suivantes seront traitées plus en détail. Contexte historique, culturel, social et communautaire, contexte scolaire et contexte de la classe. Les composantes du contexte dans le modèle d'apprentissage autorégulé dans des activités complexes. En bleu, dans la figure, les parties encerclées portent sur les aspects du contexte dans l'apprentissage autorégulé. En haut de la figure, on observe le contexte historique, culturel, social et communautaire qui peuvent influer sur l'ensemble de ce processus et de manière un peu plus précise le contexte scolaire de l'école et de la classe. Dans l'interaction entre l'individu et le contexte, ce qui est le plus proche du processus d'apprentissage de l'élève est le contexte de la classe, incluant les situations d'apprentissage, le soutien à l'apprentissage autorégulé et les pratiques évaluatives qui tentent de faire le pont entre le bagage de l'apprenant et son processus. Ce soutien et ces pratiques évaluatives se font aussi en temps réel lors du travail de l'élève. Contexte historique, culturel, social et communautaire. Voici quelques questions que l'on est en mesure de se poser lorsque l'on s'intéresse au contexte historique, culturel, social et communautaire de l'élève. Entre autres, comment le contexte hors scolaire peut-il influer sur les difficultés à apprendre? La société, la communauté d'appartenance, la famille, les amis, comment peuvent-ils avoir une influence sur les difficultés à apprendre de l'élève? Ces difficultés à apprendre ne sont-elles pas qu'une affaire de l'élève, un trouble ou un comportement non studieux tel qu'on le rapporte bien souvent dans les médias? Les facteurs relatifs à la société en lien avec la motivation à apprendre nous font voir que les valeurs sociales, des phénomènes culturels, la tolérance ou l'intolérance, les lois, la situation économique peuvent influer sur la motivation ou la démotivation à apprendre des élèves. Les facteurs liés à la société incluent également ceux de l'histoire de cette société et la façon dont cet historique peut avoir un impact sur les valeurs et les politiques actuelles. Par exemple, le vécu historique du Québec influence le système d'éducation québécois, incluant par exemple la loi 101 ainsi que la loi sur la laïcité de l'État. L'école représente ainsi une société donnée, porteuse d'une histoire, de valeurs, de finalités et de représentations sociales qui se manifestent dans le contexte social et communautaire. Ces contextes peuvent offrir la même richesse d'opportunités à apprendre de manière autorégulée. Il n'y a pas qu'un seul contexte valable pour l'apprentissage, mais une variété de contextes qui dépendent de l'histoire, des valeurs, de la finalité et des représentations sociales. Les valeurs dominantes d'une société peuvent mener à une démotivation ou à un manque de travail de la part des élèves. Par exemple, le rôle de l'école est-il d'initier à la culture ou d'obtenir un diplôme pour être bien rémunéré? La valeur attribuée au travail. Valorise-t-on plutôt le temps libre? L'utilisation du temps libre. Est-ce que ça mène à une sous-utilisation de la réflexion? Depuis plus de 100 ans, en France, l'État a encouragé et promulgué un certain type de compréhension des élèves en échec en expliquant leurs difficultés selon une causalité exogène à l'institution scolaire. C'est ce que nous apprend Rouanet. Expliquer les difficultés selon une cause exogène veut dire ne pas prendre en compte le contexte dans lequel l'élève apprend.
Comment se situe le Québec dans la façon d'expliquer les difficultés à apprendre? Prend-on vraiment en compte le contexte scolaire aussi dans la variété des contextes possibles pour expliquer les difficultés? Le contexte de certaines communautés peut aussi jouer dans l'expérience scolaire des élèves. Ici, les membres de communautés autochtones, par exemple, ont un vécu particulier au Canada, incluant pour plusieurs les pensionnats et les effets négatifs associés, ce dont on entend beaucoup parler depuis quelque temps. La pauvreté, des situations psychosociales difficiles, un manque d'accès aux ressources humaines et financières. Les élèves autochtones ont de grands défis à relever pour atteindre le niveau de scolarité des élèves québécois, et ce pour plusieurs raisons, dont celle de l'absence de valorisation de l'école et du soutien familial. Ceci peut s'expliquer par ce qu'on a vu précédemment, des expériences négatives associées aux pensionnats, associées au système scolaire, notamment. Il est important de prendre en compte le vécu des personnes de ces communautés ainsi que les valeurs généralement véhiculées afin de mieux comprendre les succès, les défis et les difficultés que ces élèves peuvent vivre lors d'apprentissage. L'entourage de l'élève et la motivation à apprendre, voici une série de facteurs qui peuvent jouer dans l'apprentissage et la motivation des élèves. La structure familiale, le niveau de scolarité des parents, le revenu familial, l'ethnicité, le style parental, les attentes des parents, l'engagement dans l'éducation, les conceptions de l'éducation, l'âge des parents, la disponibilité des parents. Et le réseau social, interaction, réseau d'amis, ethnicité, travail d'appoint. Le contexte d'immigration récente de famille. Plusieurs cas de figure se présentent dans ce contexte. Les élèves issus de l'immigration récente, vivant en contexte de défavorisation, subissent les contre-coups d'un cumul de difficultés dans les conditions d'établissement de leur famille au sein de la société d'accueil. Les parents immigrants instruits, qui font face au phénomène de déclassement social vécu à l'arrivée et dont plusieurs vivent dans un quartier dit défavorisé, peuvent soit avoir des pratiques de suivi scolaire conformes aux attentes par rapport à leur capital humain, soit se démobiliser à cause de la frustration ressentie dans un cadre général de stress d'acculturation. Le phénomène de déclassement social, c'est celui dans lequel, dans la société d'accueil, les gens ont un niveau social, un niveau d'emploi, un revenu familial inférieur à celui du milieu d'où ils proviennent. Il y a aussi des parents qui demeurent extrêmement distants vis-à-vis de l'école, car ils sont sous-scolarisés ou ont un parcours migratoire hautement traumatique. Pour des parents allophones ne maîtrisant pas la langue d'enseignement, le suivi scolaire de l'enfant et la communication avec l'école peuvent s'avérer difficiles, surtout si cette dernière ne dispose pas des ressources pour faire la médiation avec eux, ou est peu disposée à envisager l'utilisation d'autres langues de communication avec les familles. D'ailleurs, il y a tout un débat en ce moment sur le recours à la langue maternelle à l'école pour favoriser l'apprentissage du français. Je vous invite à consulter les travaux de Françoise Armand à ce sujet, notamment. Le rapport au savoir. Réussite scolaire, est-ce une continuité familiale? Par exemple, avoir une haute diplomation des parents et ou l'implication totale dans le métier de l'élève afin de bien comprendre le système scolaire. La réussite scolaire comme promotion sociale. Les parents vont valoriser la réussite pour offrir un départ meilleur aux enfants. Réussite scolaire pour la famille, projet familial de réussite et de reconnaissance. Le contexte familial de l'élève en général. En France, les élèves en difficulté appartiennent à plus de 80% aux familles de classe populaire. On voit ici la marginalisation de certains groupes. Bon nombre de parents se sentent coupables de ne pas consacrer à l'éducation de leur enfant autant de temps qu'ils le souhaiteraient. Il est vrai qu'il est parfois très difficile pour les parents de concilier toutes les obligations. Les difficultés peuvent également s'expliquer par un manque de valorisation de la réussite éducative au sein de la famille.
L'environnement familial peut avoir des répercussions négatives sur la motivation des adolescents et des enfants, mais ces effets peuvent être contrebalancés par l'influence d'autres facteurs, notamment par les valeurs qu'ils transmettent en matière d'apprentissage scolaire et l'attention qu'ils portent aux études de leur enfant. À la fin de cette section, quelle réponse donneriez-vous aux questions que nous avons posées en introduction? Comment le contexte hors scolaire peut-il influer sur les difficultés à apprendre? A-t-il un rôle à jouer dans ce cas? La société, la communauté d'appartenance, la famille, les amis, comment peuvent-ils avoir une influence sur les difficultés à apprendre? Comment pouvez-vous expliquer le rôle que joue le contexte dans les difficultés à apprendre? Pensons-nous maintenant que les difficultés à apprendre ne sont qu'une affaire de l'élève? Est-ce que la présence d'un trouble ou d'un comportement non studieux ne relève que des caractéristiques de l'élève ou peut-on penser qu'il s'agit d'un rapport entre un individu et un contexte? Abordons maintenant le contexte scolaire. Comment ce dernier peut-il influer sur les difficultés à apprendre d'un élève? La culture scolaire, la diversité des enseignants et des élèves et l'organisation de services peuvent-elles avoir une influence sur les difficultés à apprendre d'un élève? Comment cela peut-il être possible? La question qui se pose à chaque fois que l'on traite du contexte est la suivante. Les difficultés à apprendre ne sont-elles pas qu'une affaire de l'élève, un trouble ou un comportement non studieux? Ou y a-t-il une influence, un rôle à jouer par le contexte? Ici, le contexte scolaire. L'école et la motivation à apprendre, plusieurs facteurs ont été identifiés, le projet éducatif, les programmes d'études, le choix des cours, les valeurs, les activités parascolaires, la discipline, l'organisation de l'école, le passage primaire, secondaire, le milieu scolaire, l'horaire, le sentiment d'appartenance. Tous ces facteurs peuvent avoir un rôle à jouer sur la motivation à apprendre à l'école, ce qui peut amener ou non à une difficulté d'apprentissage. Regardons plus en détail les aspects de la culture scolaire, la diversité des enseignants et des élèves, ainsi que l'organisation des services. La culture scolaire. Outre les valeurs exprimées à travers la culture et les valeurs transmises par la société et la famille, l'école est également un milieu inculquant certaines valeurs aux jeunes. Entrer dans un nouveau milieu avec des valeurs potentiellement différentes nécessite une période d'adaptation. Babi fait le parallèle ici avec le cas de l'immigration. Plus les valeurs véhiculées par l'école sont semblables à celles véhiculées à la maison ou dans la société d'origine, plus il est facile pour les élèves de s'adapter et de répondre aux exigences. Si les différences sont trop marquées, l'élève a davantage de difficultés puisqu'il doit à la fois apprendre le contenu, mais également un nouveau mode de vie, de nouvelles normes sociales et de nouvelles valeurs. Nous verrons, dans le cas des facteurs relatifs à l'élève, que cela peut créer des conflits de loyauté envers la famille. La diversité à l'école. La diversité amène des différences au niveau des goûts, des besoins, des difficultés, des intérêts, des choix et des façons de faire. L'hétérogénéité, malgré le fait qu'elle soit reconnue et que des pratiques adaptées soient encouragées, continue d'être perçue comme un handicap. Plusieurs professionnels continuent d'utiliser des pratiques uniformes. Alors d'un côté, on reconnaît l'hétérogénéité, on la valorise, et de l'autre, on souhaite des pratiques uniformes et de la normalisation. Différentes mesures de différenciation pédagogique structurelle ont vu le jour pour répondre aux besoins des élèves pour qui l'école représente un défi. On assiste alors à la création de multiples services spécialisés. Orientation scolaire, psychologie, orthopédagogie, psychoéducation, classe à effectifs réduits. Ces services spécialisés, quoiqu'ils permettent parfois aux élèves ayant des difficultés d'affronter leurs problèmes, mènent à un cheminement scolaire parallèle qui peut être perçu par plusieurs comme une forme d'exclusion. Voilà tout un paradoxe scolaire qui se vit en ce moment à l'école. Reconnaître la diversité des élèves, offrir du soutien
en les excluant du service habituel de la classe ordinaire. Donc, un paradoxe très difficile à affronter. L'organisation scolaire. Les effets de l'organisation scolaire sur le rendement sont présents, mais varient selon le temps et l'organisation. Ces effets, même s'ils sont faibles, sont tout de même importants afin de comprendre les difficultés d'apprentissage des élèves fréquentant cette organisation. Par exemple, l'approche de la réponse à l'intervention est une organisation scolaire qui ne fait pas consensus sur l'aide à apporter aux élèves qui ont des difficultés à apprendre. Cette approche est très valorisée par certains groupes. Certains ne présentent que des apports que peut représenter cette approche sans perspective critique. D'autres font voir des dimensions paradoxales à cette approche, laquelle, combinée à une offre de services multipaliers en contexte d'inclusion scolaire, peut contribuer à l'exclusion des élèves qui rencontrent des situations de handicap pédagogique dans leur parcours scolaire. Encore une fois, mesure de soutien, mais avec des dimensions paradoxales à réfléchir. L'organisation scolaire sous l'angle de la transition, ici primaire-secondaire. On note une diminution de la perception de compétences et de la perception d'utilité des apprentissages entre la 6e année et la première année du secondaire. Ceci pourrait être attribuable à la période d'adaptation nécessaire du changement de milieu qui implique de nouvelles règles et de nouvelles attentes, une nouvelle culture, quoi. Donc, période très vulnérable. Type de programme. Le type de programme peut avoir un effet à long terme sur le développement de l'individu et donc sur son rendement scolaire. Par exemple, chez les élèves ayant comme langue seconde le français, un programme précoce d'apprentissage de la langue mène à une utilisation de stratégies plus positives, par exemple des stratégies de compensation, paraphraser plutôt que mémoriser, faire des liens avec ses acquis. Donc, un programme qui introduit le français plus tardivement mène à un sentiment d'auto-efficacité plus faible. Type et modèle de service. Il existe divers types et modèles de service. Dénombrement flottant, décloisonnement, écoles spécialisées, formation professionnelle, classes de troubles d'apprentissage, centre de formation en recyclage, en entreprise, école de raccrocheurs, milieu hospitalier. On peut voir l'initiative ici en France, Mon cartable connecté. C'est une initiative qui permet aux élèves en milieu hospitalier par Internet de suivre les cours de sa classe en temps réel. L'éducation des adultes, etc. Donc, divers modèles de services. Les aides spécialisées. En lien avec la diversité, l'utilisation d'aides spécialisées est souvent dirigée vers un seul type d'élèves, les élèves en difficulté d'apprentissage notamment. Puisque leur problématique n'est pas prise en compte directement dans la classe, la majorité des élèves vivent de la ségrégation sur la base de leurs difficultés. Ceci peut avoir des conséquences sur les processus affectifs de l'élève. L'identification des élèves en difficulté. L'idée d'attribuer une cote, même si c'est sans cote, mais avec un plan d'intervention, c'est donner une cote. Ceci peut mener à la constitution d'un groupe à part dans la classe, le développement d'un souci de différenciation sociale et de comportements discriminatoires. Pensons aussi à la façon dont on nomme les élèves à l'école, mon dyslexique, mon TDAH, ou les orthos. Alors, certains enseignants tentent d'éviter les difficultés en proposant des adaptations de leurs pratiques afin de dépasser le soutien scolaire. Le recours au redoublement. Le redoublement, quoiqu'étant considéré comme une mesure d'aide aux élèves en difficulté, ne semble pas avoir des effets homogènes sur les élèves. Certains auteurs notent une absence de bénéfices au niveau des acquis scolaires à moyen terme. Il semble même y avoir des effets négatifs dans certains cas. D'autres auteurs ont observé une perception de bénéfices chez certains élèves, mais notent un maintien de faible perception de compétences scolaires chez ces derniers. Le présupposé derrière le redoublement, c'est la répétition. Alors, est-ce que la répétition est le moyen optimal pour aider les élèves à apprendre autrement?
Après avoir abordé les facteurs relatifs au contexte scolaire, quelles réponses donnez-vous aux questions qui ont été posées en introduction? Comment le contexte scolaire peut-il influer sur les difficultés à apprendre d'un élève selon vous? Comment la culture scolaire, la diversité des enseignants et des élèves et l'organisation scolaire peuvent-elles avoir une influence sur les difficultés à apprendre? Comment cela se manifeste-t-il? Comment cela est possible? Et les difficultés à apprendre sont-elles vraiment qu'une affaire de l'élève, un trouble ou un comportement non studieux, ou n'y a-t-il pas un lien avec les facteurs du contexte scolaire notamment? Poursuivons notre questionnement sur les différents facteurs du contexte. Abordons maintenant celui de la classe. Comment alors ce contexte peut-il influer sur les difficultés à apprendre d'un élève? Il s'agit de l'enseignant, son attitude, ses comportements et ses attentes, les activités d'apprentissage et le soutien, ainsi que les pratiques évaluatives et les disciplines scolaires. Comment ces derniers peuvent-ils avoir une influence sur les difficultés à apprendre de l'élève? Comment cela peut-il être possible? Gardons toujours notre question en tête. Les difficultés ne sont-elles pas qu'une affaire de l'élève, un trouble ou un comportement non studieux, ou ces différents facteurs jouent-ils un rôle dans les difficultés qui se présentent à l'école? Regardons maintenant les facteurs relatifs à la classe qui peuvent jouer un rôle sur la motivation et la démotivation des élèves à apprendre à l'école. Les activités d'enseignement, les pratiques d'évaluation axées sur la performance ou sur le processus d'apprentissage, les activités d'apprentissage, la relation enseignant-élève, les récompenses, le code de vie, les sanctions. Les attitudes des enseignants. Une recherche menée au Québec dans les années 90 a montré chez les orthopédagogues, lorsqu'on les questionnait sur les causes des difficultés d'apprentissage, 85,7% d'entre eux nommaient la famille, 89% d'entre eux nommaient l'élève lui-même et 39% seulement parlaient du milieu scolaire. En Suisse, plus récemment, dans les années 2010, on a demandé aux enseignants des élèves déclarant en difficulté aux besoins éducatifs particuliers en passant par l'école inclusive, de quoi parle-t-on? 63,5% des répondants parlaient de l'environnement extrascolaire. Les facteurs liés à l'élève, 26% au secondaire, 17% au primaire, mais seulement 10% traitaient de facteurs liés au milieu scolaire. Quelle place ou quel rôle attribue-t-on à l'école dans l'apprentissage et dans les habiletés à apprendre? Les attitudes et comportements. Ce qui, chez l'enseignant, peut nuire à la motivation des élèves, son niveau de compétence, sa motivation à enseigner et la perception de ses élèves. Certains enseignants sont portés inconsciemment à négliger les élèves qu'ils perçoivent faibles ou qui sont en difficulté et s'occupent surtout de ceux qu'ils estiment intelligents et motivés. Les élèves qu'ils estiment intelligents et motivés vont souvent renforcer les enseignants sur les contenus qu'ils enseignent, sur ce qu'ils aiment apprendre, ce qu'ils ont lu, alors que les élèves en difficulté souvent vont référer à des aspects plus personnels pour entrer en contact avec l'enseignant. Les comportements observés chez les enseignants, ils critiquent plus souvent les élèves qu'ils considèrent comme faibles et démotivés. Ils ont peu de contact avec eux. Ils se contentent de réponses inadéquates de leur part. Ils manifestent de la pitié lorsque ces élèves échouent. On peut se poser la question de nos attitudes et comportements. Est-ce que malgré nous, malgré une bonne volonté, est-ce que parfois ces comportements, ces attitudes ne sont-ils pas présents dans notre enseignement? L'effet Pygmalion. Cet effet fait référence à la théorie selon laquelle les attentes des enseignants peuvent influencer leur propre comportement et également avoir un impact sur les perceptions et les comportements des élèves. Par exemple, un enseignant ayant des attentes défavorables vis-à-vis d'un élève pourrait faire davantage de commentaires négatifs que constructifs, comparé à un autre pour qui l'enseignant a des attentes favorables. L'élève peut également modifier son comportement de façon inconsciente en lien avec les attentes de son enseignant.
Ainsi, des attentes de faible performance pourraient réellement mener à une faible performance chez l'élève, simplement par une influence sur les processus affectifs de l'élève. On sait bien, cet élève ne réussit jamais, tu ne seras pas capable. Alors, l'élève s'investit moins et il finit par être moins capable. Selon l'étude menée par Morency, les enseignants n'offrent pas des conditions d'apprentissage uniformes à tous les élèves. Sur les 3 enseignants qui ont participé à l'étude, les types de tâches que les enseignants proposent aux élèves ne semblent pas présenter de différences remarquables lorsqu'il s'agit d'élèves marqués d'attentes élevées ou faibles. Toutefois, le type de réaction et la proportion de réaction semblent être affectés par les attentes de l'enseignant. Les enseignants présentaient plus de réactions défavorables, c'est-à-dire n'offrant pas suffisamment d'informations favorisant l'émission de réponses souhaitables à ceux marqués d'attentes faibles. Donc les tâches, les activités proposées, ce qui est planifié ne se distinguent pas. Ça semble être dans le soutien à la réalisation de ces activités et de ces tâches que les réactions sont différenciées, en défaveur des élèves en difficulté. La relation maître-élève. Les difficultés sont une co-construction à laquelle participent maître et élève, inscrite dans le temps, tout à la fois sociale et cognitive, scolaire et disciplinaire, qui dépendent du contexte tant social que socio-historique. Les difficultés, comme l'apprentissage, c'est l'histoire d'une rencontre. Est-ce que la rencontre se fait bien? La représentation des difficultés potentielles chez les enseignants. Les cadres de travail et les objets d'apprentissage proposés par les enseignants aux élèves sont eux-mêmes dépendants de la façon dont ils se représentent les difficultés potentielles des élèves. La façon d'anticiper la difficulté, consciente ou non, locale, conjoncturelle ou doxique. Doxique, ça veut dire soutenue par des préjugés notamment, fait non seulement partie du traitement de la difficulté, mais est potentiellement à l'œuvre dans sa production même. Dit autrement, est-ce que la représentation que l'enseignant se fait des difficultés joue un rôle, parfois sûrement inconscient et involontaire, mais dans le maintien ou dans l'apparition de difficultés à apprendre? L'effet Mathieu est à connaître. Il s'agit des mécanismes par lesquels les plus favorisés tendent à accroître leur avantage sur les autres. Par exemple, lors d'un processus d'apprentissage, de lecture, de développement de compétences, les meilleurs tendent à accroître leur avance, tandis que les moins bons accentuent leur retard. Alors, plus on apprend, plus c'est facile à apprendre, plus on peut faire des liens, retenir l'information, alors que quand on a peu de connaissances sur un sujet, un bagage plutôt limité, les efforts à produire sont grands. Les pratiques d'enseignement. 10 conditions peuvent contribuer à expliquer la motivation à apprendre dans des activités d'apprentissage. 4. Mettre l'accent sur l'élève. Elle doit être signifiante aux yeux de l'élève. L'élève y trouve de la valeur. Représenter un défi pour l'élève, ni trop facile, ni trop difficile. Exiger un engagement cognitif de sa part. Il faut faire des efforts. Et responsabiliser l'élève en lui permettant de faire des choix. Il peut ainsi apprendre à mieux se connaître. 6 conditions visent l'activité en soi. Être authentique, une activité qui existe réellement dans la vie à l'extérieur de l'école. S'intégrer aux autres activités de la classe. Pas être simplement un exercice, mais faire partie d'un tout qui est cohérent. Permettre à l'élève d'interagir et de collaborer avec les autres. Avoir un caractère interdisciplinaire, comporter des consignes claires et se dérouler sur une période de temps suffisante. Soutien à l'autorégulation et à l'apprentissage par la lecture. Le soutien offert par l'enseignant durant les activités ne semble pas être en adéquation avec les besoins exprimés des élèves. Les élèves ayant des difficultés d'apprentissage ont souvent de la difficulté au niveau de l'autorégulation de l'apprentissage et les enseignants soutiennent peu l'apprentissage autorégulé en classe lors de situations d'apprentissage par la lecture. Et leurs interventions pédagogiques ne sont pas toujours optimales pour l'apprentissage autorégulé, notamment des élèves ayant une difficulté d'apprentissage. Certaines pratiques d'enseignement ne sont pas optimales ou favorables à l'apprentissage autorégulé et à la motivation à apprendre. Par exemple, dans des écoles professionnelles,
Cette étude révèle quels sont les effets des pratiques enseignantes dans le contexte des écoles professionnelles de Suisse romande et la forte influence qu'elles présentent sur l'engagement des apprentis, la combinaison du soutien à l'autonomie et du laisser-faire, autrement dit, un environnement encourageant mais peu structuré, produira un environnement permissif dans lequel les apprentis se comportent et s'engagent comme bon leur semble. Par contre, en combinant les pratiques de soutien à l'autonomie avec celles de structuration de l'environnement d'apprentissage, ce serait optimal pour l'engagement des apprentis. Plus d'informations vous sont données dans les activités à réaliser, notamment en consultant le site développé par Berger et Levan dans ce contexte. 5 conditions ont été identifiées pour planifier une activité complexe. L'activité doit couvrir l'ensemble d'un sujet. Il faut qu'il y ait un tout cohérent, qu'il y ait un sens à apprendre sur ce qui est traité, poursuivre divers buts, se réaliser sur plusieurs séances de classe, traiter l'information de façon variée et réfléchir à son apprentissage, présenter des productions variées. La variété, la diversité, ici on voit qu'il y a de la complexité nécessaire pour pouvoir faire des choix, essayer des stratégies et vérifier leur efficacité. 2 conditions ont été trouvées pour favoriser le traitement en profondeur de l'information. Faire des liens entre les informations nouvelles. Par exemple, en visionnant une vidéo, je peux faire des liens entre les différentes informations présentées, donc il y a un sens que je peux donner à ce qui est traité, et faire des liens entre les connaissances de l'élève et les informations nouvelles. Donc je peux trouver des exemples, me représenter ce qui est dit, ainsi je peux transformer ces informations nouvelles en connaissances. Pratique d'évaluation. Les pratiques évaluatives peuvent avoir à jouer un rôle important sur la motivation des élèves. Elles affectent la motivation, mais également le type de but poursuivi par les élèves. Est-ce que c'est un but de performance, toujours sur la note, ou un but de maîtrise, de bien approfondir les connaissances, développer les compétences et, ultimement, la performance est présente. Les pratiques évaluatives ont également un impact sur le type de stratégie utilisée par les élèves. En effet, si on vise toujours la performance, on va devenir de bons performeurs aux tests et aux examens. Si on vise des buts de maîtrise, on sera de très bons apprenants pour apprendre en profondeur et vraiment transférer ce qui est appris dans d'autres contextes. La transition vers un contexte multimodal, donc des pratiques évaluatives plus flexibles, peut également mener à de l'anxiété chez les élèves, particulièrement chez les garçons. Par exemple, le portfolio qui est multimodal, il doit y avoir des vidéos, peut-être des tâches réflexives, etc. Ces résultats pourraient s'expliquer par les exigences des évaluations qui découlent du type de pratique évaluative. Une évaluation de type unimodal, par exemple un test, est plus précise au niveau des exigences qu'une évaluation multimodale. L'évaluation multimodale bénéficierait d'informations supplémentaires à fournir aux élèves en guise de soutien à l'apprentissage. C'est ce qu'a révélé cette étude. Quand il y a de la variété, il faut soutenir plus, mais dans cette variété, il y a la possibilité de réfléchir, de mieux se connaître. Les difficultés liées aux disciplines. Vous en connaissez plusieurs, mais notamment, voici quelques exemples. Le français a plusieurs caractéristiques qui peuvent poser problème aux élèves. Notre code écrit ne représente pas uniquement les sons de la langue orale. D'autres unités existent, elles sont porteuses de sens. C'est le cas, par exemple, de la présence des morphogrammes lexicaux, penaud, chat, ou encore des morphogrammes grammaticaux, marques du pluriel, féminin, le temps, etc. Ces unités sont très souvent source de difficultés pour de nombreux élèves, car elles sont le plus souvent inaudibles et nécessitent un niveau de compréhension plus complexe de la langue pour être maîtrisées. Les homophones peuvent également être une source de difficultés. Comment les distinguer? Voici d'autres exemples de caractéristiques du français qui peuvent poser problème. La dimension pragmatique du langage écrit. Certains élèves perdent de vue la dimension pragmatique du langage écrit, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus que la fonction scolaire de la lecture et de l'écriture.
en oubliant les diverses fonctions que peuvent remplir ces deux activités dans la vie quotidienne. Lien arbitraire du rapport phonème-graphème. Accepter de lire l'écrit, d'orthographier correctement, c'est accepter l'arbitraire du rapport phonème-graphème. Accepter la fusion de deux éléments différents en un seul. B et A font bas et pas autre chose. Par rapport aux mathématiques, voici quelques exemples maintenant. Dans le domaine des mathématiques, plusieurs écrits scientifiques révèlent deux perspectives distinctes sur la problématique des élèves présentant des difficultés d'apprentissage. La première perspective est essentiellement centrée sur l'identification et la description de dysfonctionnements propres à l'élève. La seconde perspective s'intéresse plutôt au fonctionnement du système didactique et aux phénomènes particuliers qui caractérisent les relations entre la production de l'élève, ce que l'élève pense, ce qu'il produit, la situation effective d'enseignement et la spécificité du savoir à apprendre. Donc, le produit, la situation et le contenu. Plusieurs facteurs semblent avoir une influence sur la capacité de résolution de problèmes lorsqu'ils concernent notamment les proportions. Un effet classe est observable au niveau du rendement des élèves. La structure des problèmes a également un effet significatif sur le rendement. Par ailleurs, il est possible de dégager que le niveau socio-économique des élèves influence le rendement résolution de problèmes sur les proportions. Ce sont les résultats de leur enquête. Difficultés spécifiques liées toujours aux mathématiques. Un lien entre l'utilisation de stratégies et le rendement des élèves est possible, mais il n'est pas clairement établi dans la littérature. L'analyse des données d'observation montre que le temps didactique est ralenti par plusieurs phénomènes relatifs aux interactions didactiques. L'enseignant, dans cette étude, cherche à repérer toutes les difficultés et erreurs rencontrées par les élèves pour les traiter à chaud. Plusieurs auteurs montrent que cette centration sur le repérage et le traitement de l'erreur mène souvent à la dissolution, l'évanouissement du savoir en jeu. Trop d'informations à tout traiter en même temps. Enfin, l'étude de Cherel pointe dans la classe d'adaptation scolaire un phénomène de surcharge de la mémoire didactique par le maintien de la coexistence de faits didactiques sur un même objet. Trop d'informations à la fois. Termes, méthodes, références à des matériels divers qui compromettent les changements de statut de connaissance. Donc, la structuration de l'activité est importante. Voici des derniers exemples liés à l'éducation physique. Dans le domaine du sport et de l'éducation physique, les situations d'apprentissage sont à la fois des situations d'apprentissage par l'action et des situations d'apprentissage sensorimotrices. Après un entraînement à l'aide de stratégies imposées par un instructeur, des corrélations positives apparaissent avec la performance lors de l'apprentissage initial, mais pas lors d'une tâche de transfert sans instructeur. C'est toujours la question ici de l'apprentissage de stratégies imposées, c'est la capacité de les réutiliser ultérieurement. En guise de conclusion à cette partie sur le contexte de la classe, quelle réponse donnerions-nous aux questions posées? Comment le contexte de la classe peut-il finalement influer sur les difficultés à apprendre d'un élève? A-t-il un rôle à jouer? Lequel? En quoi l'enseignant, son attitude, ses comportements et ses attentes, les activités d'apprentissage et le soutien, les activités évaluatives, les disciplines, comment ces facteurs peuvent-ils avoir une influence sur les difficultés à apprendre d'un élève? Comment cela peut-il être possible? Enfin, est-ce que c'est vraiment une question de l'élève, la difficulté à apprendre? N'est-ce pas plutôt une interaction entre un contexte particulier et un élève dans ce contexte? En guise de conclusion sur les facteurs relatifs au contexte, pour comprendre et expliquer les difficultés à apprendre, il est important d'en approfondir les divers facteurs qui représentent cette interaction contexte-individu. La présentation a exposé les principaux facteurs du contexte, soit historique, social, communautaire, scolaire, dont la classe, qui permettent d'approfondir l'une des catégories de facteurs contribuant à expliquer les difficultés à apprendre.
Cette présentation montre comment les facteurs du contexte, nombreux pour le milieu scolaire et la classe, peuvent influer sur les difficultés à apprendre. Ne prendre en compte que les facteurs de l'élève pour expliquer les difficultés à apprendre consisterait en une grave erreur. En effet, ne pas reconnaître la part des aspects historiques, sociaux, communautaires, scolaires, dont la classe, du contexte, contribuerait à nier l'importance qu'ont les parents, les enseignants, la famille, les membres de la communauté, etc., dans la formation et l'éducation des jeunes.